Et voilà. Excellent. Alors, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Alors, l'objectif de cette rencontre, c'est vraiment de vous partager les informations qui sont contenues dans le rapport L'essor de la francophonie en Nouvelle-Écosse entre fierté, progrès et défis, le rôle indispensable de l'éducation dans la communauté acadienne et francophone. Alors, on y va. Alors, c'est ça. Alors, pour les deux prochaines diapos, on vous présente un peu le parcours du CSAP qui a commencé en 1996, alors lorsque le conseil est né. Ensuite, en l'an 2000, on a eu nos écoles francophones homogènes. Ensuite, en 2003, le CSAP prend charge de l'élaboration de ses programmes d'études. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, les programmes d'études sont habituellement préparés par le ministère de l'Éducation, mais en 2003, il y a une entente qui a été signée entre le ministère et le CSAP et le CSAP a maintenant la responsabilité du développement de ces programmes. Ensuite, en 2008, il y a eu une modification aux critères d'admission pour y inclure la clause grand-père. En 2009, l'introduction du programme de Grandir en français pour les enfants de 4 ans. Et en 2018, la réforme sur l'éducation en Nouvelle-Écosse qui a vu la disparition des conseils scolaires du côté anglophone, mais le maintien du Conseil scolaire acadien provincial grâce à l'article 23 de la Charte. Ce qui nous amène plus récemment et à pourquoi on est ici ce soir. Alors, avant 2021, les communautés acadiennes et francophones partout au Canada ont fait une très grande campagne de promotion auprès du gouvernement fédéral pour inclure dans les recensements de 2021 des questions très précises qui nous permettraient d'avoir vraiment une idée des communautés minoritaires au travers du Canada, dont des chiffres particuliers sur le nombre d'enfants admissibles aux écoles francophones. Alors, avec ces chiffres-là qui étaient disponibles, en 2023, le Conseil a embauché la firme Power qui a fait une très grande analyse des données du recensement et ce sont des données qui ont été utilisées ensuite pour le rapport que vous avez, qu'on vous présente ce soir. Ensuite, en 2023, c'est le travail collaboratif pour arriver à la création d'un projet de loi pour le CSAP qui a été proclamé le 15 août 2024. Donc, notre loi qui reconnaît l'autonomie et la gestion de l'éducation en français langue première par le Conseil scolaire acadien provincial. Et finalement, cette année 2025, l'embauche de la firme Enterprise Canada, qui a fait vraiment une analyse du travail qui a été fait par la firme Power et qui a eu beaucoup de conversations avec nous pour ensuite produire le rapport dont il est question ce soir. Alors, ces deux diapos vous donnent un peu là, notre parcours pour voir pourquoi on en est arrivé à où on est aujourd'hui. Alors, ce que le rapport démontre, c'est qu'il y a vraiment, ici on parle d'un fossé préoccupant, il y a une très grande différence entre le nombre d'ayants droit et celui des écoles qui fréquentent les écoles du CSAP. Alors, puis je voudrais juste mentionner aussi que bien que le Conseil compte 23 écoles, le rapport se concentre sur 22 établissements parce qu'en 2021, l'école de Torbay n'existait pas. Donc, il n'y a pas de données spécifiques à cette région-là. Les données qui sont là sont comprises dans l'école de Pomquet. Alors, si on peut passer. Alors, ce qu'on a pu analyser et déterminer, c'est qu'il y a des obstacles, il y a des raisons pourquoi ce fossé-là, cette différence existe. Et le premier obstacle, vraiment, c'est le long chemin vers l'école. On le sait que les enfants sont longtemps sur le trajet d'autobus. Alors, par exemple, il n'y a pas d'école
les élèves les francophones et acadiens francophones, je m'excuse, qui vivent à Amherst, par exemple, l'école la plus proche, c'est Truro. Alors, le chemin serait vraiment long pour qu'ils puissent se rendre là. Alors, ça, c'est vraiment un obstacle qui explique pourquoi il y a plusieurs élèves qui optent de ne pas fréquenter nos écoles. Le deuxième, qui est lié au premier, évidemment, c'est toute la question du déficit d'infrastructure. Alors, nous avons des régions qui ne sont pas servies du tout. Je donnais l'exemple de Amherst, mais on pourrait en trouver partout dans la province. Et puis, il y a aussi des écoles qui sont surpeuplées. Surpopulées. Alors, on aurait besoin de plus d'écoles dans la province. Alors, ça, c'est un deuxième obstacle. Et le troisième, c'est vraiment toute la question d'équivalence réelle comparativement à la majorité anglophone. Alors là, on parle d'installations modernes. Alors, on le sait, on a des écoles qui sont encore dans des édifices qui ont été délaissés par les conseils anglophones qui ont obtenu une nouvelle école. Alors, on parle d'installation, on parle de personnel qualifié, on parle de programmes culturels. Alors, toute cette question d'équivalence réelle. Puis, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre but aujourd'hui, ce n'est pas seulement un droit en vertu de l'article 23 de la Charte, mais c'est vraiment, là, ici, on dit un impératif moral. Ce n'est pas à négliger. On a besoin de nos écoles pour soutenir la pérennité et la vitalité de nos communautés acadiennes et francophones partout dans la province. Alors, voici les chiffres qui sont ressortis. Alors, quand on regarde des enfants dont au moins un parent est ayant droit, selon l'article 23, et aussi, on inclut là-dedans les enfants dont un grand-parent ou un arrière-grand-parent est de descendance acadienne ou francophone, selon le recensement de 2021, il y a 24 585 enfants qui sont admissibles à fréquenter les écoles du CSAP. Et quand on regarde la réalité, donc les inscriptions actuelles, en 2023-2024, nous n'avions que 6 763 élèves. Alors vraiment, c'est inquiétant. Alors, ce que ça nous montre, c'est que nous avons seulement 27,5 des élèves admissibles inscrits. Alors, je reprends ce que je disais tantôt. Donc, l'éducation en français langue première, c'est vraiment un droit constitutionnel qui est protégé par l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, mais c'est aussi essentiel pour la préservation et l'épanouissement de notre identité acadienne et francophone. Alors là, je vais passer la parole à Michel qui va vous parler un peu d'une journée typique euh, de, d'une famille dans une de nos écoles. OK. Donc, attendez-moi juste une seconde. Donc, au CSAB, c'est un exemple type. Donc, on a pris une famille de la région de Truro, puis c'est une famille qui a deux enfants. Euh, et à vrai dire, la famille et les enfants se réveillent à 6 heures du matin, départ à la maison à 6h30, l'autobus part à 6h45 et leur début de journée commence à 8 heures. Donc, quand on y pense, même dans notre vie adulte, la plupart d'entre nous, on ne part pas pour le travail 1h15 avant le début de la journée. Donc, ces élèves-là qui mettent pied à l'école à 8 heures, ça fait déjà 2 heures qu'ils sont debout. Donc, ils passent leur journée scolaire. À 14 heures, ils se dépêchent pour prendre l'autobus. Donc, ça veut dire peu ou pas d'activité parascolaire en soirée, pas de sport ou quoi que ce soit, parce qu'ils ont 1 heure de route à faire. Puis les parents ont peut-être pas le temps de conduire 1 heure chercher leur enfant. Il a 1 heure pour retourner à la maison. Donc, on parle d'une journée scolaire qui commence à 6 heures, puis qui finit peut-être à 15h20 pour des enfants de 8 et 11 ans. J'ajouterais aussi que on parle de 2 heures par jour de transport, moins de temps pour les devoirs, accès limité aux activités parascolaires,
la réduction du temps de famille, puis la fatigue, juste la fatigue d'une journée scolaire et 2 heures de transport. Donc, si on prend Truro, par exemple, il y a 1130 élèves admissibles dans la zone scolaire de Truro et seulement 332 élèves inscrits. Donc, à vrai dire, ce qu'on force, ou ce que le gouvernement force les familles à faire comme décision, c'est euh, est-ce que j'envoie mon enfant à l'école du coin, qui est à 2-3 kilomètres, des fois je peux marcher, ou est-ce que je veux réellement que mon enfant de 8 ou 11 ans passe 2 heures par jour dans l'autobus? Et à vrai dire, l'exemple qu'on vous donne ici est une famille qui est relativement typique au CSAP. Donc, il y a des situations qui sont, il y a des trajets qui sont encore plus longs. Il n'y a aucun doute qu'il y en a qui sont plus courts, euh, mais les familles du CSAP voyagent de très grandes distances pour assister à nos écoles. Non? Problème peut-être technique ici. Ah, et voilà. Merci. Alors, finalement, avec ces données-là, ce que nous avons fait, c'est que nous avons élaboré 4 déclarations, tous en lien avec l'article 23. Alors, la première déclaration relève directement des obstacles dont on a parlé tantôt, c'est vraiment d'élargir les infrastructures, d'avoir plus d'écoles dans les régions mal desservies. Donc, j'ai donné l'exemple de Amherst tantôt, alors une région où il n'y a pas d'école, ou aussi dans les régions où les écoles sont pleines ou surpeuplées. Et on ne veut pas juste avoir des édifices, on veut avoir des édifices qui sont vraiment, qui répondent vraiment aux besoins pédagogiques, culturels et communautaires du CSAP. Donc, notre objectif, c'est que nos écoles deviennent vraiment des écoles de communauté, que ce soit plus proche de nos familles et de nos communautés. Alors, lorsqu'on a présenté cette idée, puis j'en reviendrai tantôt, là, alors ça dit le CSAP souhaite établir dans un futur rapproché une ligne de temps conjointement avec le gouvernement. Alors, je peux vous dire qu'il a déjà été mis sur pied un comité conjoint regroupant des membres du CSAP, des membres du ministère de l'Éducation et des membres des affaires acadiennes et francophones. Alors, ils pourront certainement travailler sur cette ligne de temps-là. Et j'y reviendrai plus tard aussi. Alors, deuxième déclaration, c'est toute la question du transport. Alors, il existe au ministère une politique de transport que le Conseil et les centres d'éducation doivent respecter. C'est la politique qui détermine le temps, la durée maximale d'un trajet d'autobus. Alors, on sait que les écoles ne se construiront pas du jour au lendemain. Alors, en attendant l'ajout des infrastructures, on demande que le ministère de l'Éducation revoie la politique afin de réduire la durée maximale pour nos élèves dans nos écoles. La troisième déclaration, c'est toute la question de financement. Alors, nous savons que ça coûte plus cher pour nous. Le meilleur exemple, c'est le transport. C'est un coût énorme. Alors, ce qu'on demande au gouvernement, c'est vraiment de reviser sa formule de financement et d'accorder au CSAP une formule de financement qui répond vraiment à notre unicité et à nos besoins. Donc, une formule de financement qui est vraiment unique, puis qui va répondre pleinement aux besoins des élèves et des communautés francophones et acadiennes de la province. Le quatrième, dialoguer et autonomiser.
Alors, on peut dire qu'il y a déjà du chemin qui a été fait même avant que ce rapport soit publié. Donc, comme je vous mentionnais tantôt dans la ligne de temps, l'année dernière, on a eu la loi du CSAP qui reconnaît notre autonomie. Alors, on veut continuer cette discussion-là avec le ministère et s'assurer, par exemple, que cela inclut des éléments comme, ici, on parle de la modernisation des critères d'admission du CSAP. Alors, ça pourrait être un élément qu'on pourrait ajouter. Un autre élément qu'on veut discuter avec eux, c'est de voir à ce que le CSAP soit pleinement impliqué dans la construction de nos écoles. La construction des écoles relève du gouvernement provincial, mais on veut s'assurer qu'on a une place à la table pour discuter, par exemple, de l'emplacement de nos écoles, des plans pour nos écoles. Parce qu'on sait qu'on a des besoins uniques. On a besoin de centres communautaires. On a besoin de centres de la petite enfance. On a un grand besoin culturel pour nos jeunes pendant qu'ils sont à l'école et même les fins de semaine avec les familles. Alors, on veut vraiment avoir cette voie-là à la table pour la construction des écoles. Alors, ça serait un autre exemple d'un élément qu'on pourrait discuter avec le ministère suite à cette déclaration. Alors, c'est ça. Maintenant, c'est certain qu'il y a des défis, c'est inquiétant. Juste 27,5 des élèves qui sont chez nous, mais c'est aussi un immense potentiel. On voit qu'il y a vraiment un futur très positif si on peut aller travailler à éliminer ces obstacles-là. Et comme j'ai mentionné tantôt, ce qui est aussi très positif, c'est que tout de suite, en voyant le rapport, le gouvernement provincial, le ministère de l'Éducation, a suggéré la mise en place d'un comité conjoint. Je vous ai mentionné tantôt qui serait sur ce comité et je peux vous dire que les discussions ont déjà commencé. Alors, tout cela, c'est très positif. On voit que le gouvernement reconnaît l'importance de notre rapport. Alors, voici, si on reprend les déclarations, donc toute la question d'infrastructure, le transport, toute la question de l'investissement, le financement, et aussi le dernier, on n'a peut-être pas mentionné ça avant cette diapo, mais je pense que ça serait important que le gouvernement nous appuie dans nos efforts pour sensibiliser les familles qui sont admissibles à une éducation en français. Puis parfois, il s'agit simplement, je devrais peut-être pas dire simplement, mais il s'agit de les informer de la différence entre un programme d'immersion et un programme de français langue première, parce que ce ne sont pas toutes les familles qui comprennent cette différence. Alors, on vient vers vous maintenant. Nous ne pouvons pas le faire seuls. Alors, on aimerait avoir votre appui, que ce soit en rédigeant une lettre d'appui de la part de votre CEC, certainement partager le document, parlez-en, invitez-les à nous contacter s'ils ont des questions et on espère, dans un futur rapproché, de planifier une journée de solidarité pour la francophonie acadienne et on vous invite à participer à cet événement-là avec nous. Alors, sur ce, merci de votre appui. Alors, comme disait M. Thériault, l'Acadie, c'est la preuve vivante qu'un peuple peut survivre à l'éparpillement et garder son âme. Alors, on disait tantôt, oui, il y a un défi, mais c'est vraiment, vraiment un beau potentiel. Alors, sur ce, on va fermer la présentation. On va arrêter